ChatGPT ou autres n'auront jamais une priorité absolue de faire ça pour les archives. ManoMano, c'est des dizaines de millions de produits en ligne, quand un Leroy Merlin, c'est 3000 références avant qu'il devienne marketplace. Si t'es le tools qui est regardé tous les lundis matins, tu deviens le tools référent. En parallèle, il y a le Covid, et là on voit l'hôpital en Chine qui sort en 15 jours construit. Et là je me dis, c'est obligé qu'ils ont généré le plan. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Chloé Martineau, la CEO de Mezetis. Bienvenue. Bonsoir. Salut Chloé. Salut Chloé. Alors, Chloé, tu es une des premières salariées de ManoMano. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ManoMano, il y en a peut-être parmi les auditeurs. C'est le concurrent digital du Roi Merlin, qui est une superbe société qui cartonne, qui est une licorne française. Tu étais, je crois, numéro 7 dans la société. Tu as monté le bureau à Bordeaux quand ils ont décidé d'externaliser la tech là-bas. Et tu es par ailleurs passionné de tout ce qui est habitat. Et donc, tu as créé une première société là-dedans qui était en fait un studio d'architecture. Et en montant ce studio d'architecture, tu t'es rendu compte qu'il y avait une difficulté, un pain qui revenait très régulièrement, qui était en fait la communication, la gestion de projet en fait entre le client et la personne qui faisait toute la partie architecture. Et tu as décidé de monter une société là-dessus pour... Dans les mots que j'ai vus sur le site, tu parles de charge mentale, donc c'est intéressant, on va y revenir probablement juste après. Mais c'est ce logiciel de gestion qui doit en fait arriver à faire fonctionner ces deux mondes-là, qui sont un univers très créatif, qui parfois manque de visibilité, et des clients très exigeants qui en demandent beaucoup. Et du coup, on est ravis de te recevoir pour que tu nous expliques ton business. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, c'est un beau résumé de mon parcours. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans dans la tech, toujours dans des boîtes connecté de près ou de loin à l'habitat. Donc j'ai commencé chez Darty en Espagne, plutôt sur la partie acquisition web. Après, j'ai bossé chez Dreamkey, qui était un estimateur immobilier concurrent de Meilleurs Agents, qui a été revendu. Là, j'ai découvert le product management par les devs. Et ensuite, j'ai signé chez Monéchelle.fr, qui est devenu ensuite ManoMano. C'était tu dis Monéchelle.fr. C'est moins. C'était dans la vague, la fourchette et compagnie. Ouais, t'as pas besoin de réfléchir. Jean-Julien, il pouvait comprendre ce que ça faisait. Quoi. Bon, beaucoup de gens pensaient qu'on vendait que des échelles, mais voilà. Julien pas pense terrible toujours pour que c'est le cas pour l'international non Mano. plus, mais voilà. Okay. Donc ça, c'est vraiment la partie en tant que salarié. Et ManoMano, ça m'a donné énormément envie d'entreprendre. J'ai mis 1 an à trouver une ou un associé. Il se trouve qu'au final, ça a été une associée. On a un seul pote en commun, d'ailleurs. Mais on n'était pas du tout amis avant. Ce qui nous a rattachés et ce qui a créé le projet, c'est le fait qu'elle soit archi d'intérieur. Et la vision de tout départ, c'est de dire... en fait, les plans, c'est un système. C'est un système et c'est faux de croire que chaque projet est un prototype. En fait, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont systématisables. Et pourquoi personne l'a pas fait, c'est incroyable. Il faut absolument qu'on fasse ça. Et sauf que, à ce moment-là, donc on est en 2018. Bon, il y a rien d'IA générative. Il y a absolument rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui de création par des algos. Il y a des algos qui exécutent bien, très rapidement, mais ils créent pas grand-chose. Donc moi, à ce moment-là, je suis assez dubitative d'un point de vue tech, mais elle est convaincue d'un point de vue, vraiment règle métier et nécessité dans le marché. Donc je lui dis, écoute, attends, on va faire un truc un peu pragmatique, on se connaît pas très bien. On va tester notre association sur un truc où les gens souvent s'engueulent et se séparent, c'est-à-dire des chantiers. Viens, on va en faire pas mal ensemble. C'est pas mal comme test. Voilà. Avant de faire de la tech, on va faire du Avant de faire de la tech, mortar. on va mettre vraiment les deux mains dans le cambouis, ou j'aime bien dire aussi les deux doigts dans la prise du marché, et on va voir ce qui se passe. Moi, dans mon parcours de product puis de CPO chez ManoMano, j'ai une obsession. CPO pour ceux qui écoutent. Ah ouais, CPO, Chief Product Officer. Donc, c'est la personne qui est en charge de toute la vision produit, le développement, la priorisation. Donc, des choix assez difficiles à faire sur quoi faire d'abord et pourquoi. Et l'explicitation auprès de la tech et de toutes les équipes techniques sur comment on va le faire et quelles ressources à mettre en face de la trajectoire et de la stratégie qu'on va Souvent faire. dans les scale-up, tu portes la vision du fondateur, en fait. Tu prends le relais du fondateur sur le produit. Mais ce qu'on disait juste avant l'enregistrement, c'est que c'est un poste qui n'est pas facile. C'est un poste à la fois stratégique, parce qu'il faut que tu saches où tu vas, t'embarques un peu tout le monde dans la vision produit. Puis en même temps, c'est très très précis, très détaillé, très... Exactement. Et features donc, orientées. je me souviens d'ailleurs d'un effort particulier de Philippe de Chanville, cofondateur de ManoMano, de passer vraiment pendant 1 mois et demi, 2 mois, vraiment 4 heures de son vendredi après-midi avec moi pour descendre la vision en partie et se faire challenger aussi par les retours que je pouvais avoir.
Il y avait une conversation en vérité qui était assez chouette qu'on avait eue. C'était, je lui dis, t'es au courant que t'embauches la personne qui va te dire non, en fait 70% du temps potentiellement, parce qu'il va falloir que, pour pouvoir avancer pleinement dans une direction, on dise non un peu à tout le reste, et donc on fasse de la place pour pouvoir avancer un pas devant l'autre et pas dans toutes les directions, sinon physiquement en tout cas, là, t'as appris à mettre un peu les mains dans un produit de manière hyper précise. Exactement. Et donc, gros enjeu parce que c'est une plateforme, c'est une marketplace, ça n'a rien à voir avec du SaaS, dont on va parler après. Donc, j'ai vraiment développé... Enfin, ces deux business models n'ont rien à voir, la façon de faire du produit dedans n'a rien à voir. Et donc, voilà, on va parler de tout ça. Et la place du produit dedans non plus. Oui, parce que Mano propose à des indépendants ou des petites entreprises à distribuer directement sur Mano. C'est le Amazon. Et Mano vend ses propres produits. Exactement. En parallèle. Quoi. En gros, Mano, c'est un croisement entre Amazon et Leroy Merlin. Donc, c'est l'idée de développer une marketplace pour étendre, dans un facteur... je sais pas, c'est... Enfin, Mano, c'est des dizaines de millions de produits en ligne, quand un Leroy Merlin, c'est 3000 références avant qu'il devienne marketplace, quoi. Ou 30 000 références, voilà. Donc, c'est offrir une profondeur de tout ce qui est possible dans le bricolage, des trucs et des machins, on ne sait pas à quoi ça sert, il y en a plein. Donc, de pouvoir vraiment faire rayonner cette offre partout en France, puis après en Europe. Donc pour revenir à ton aventure, donc tu te dis je fais des chantiers, j'apprends à faire de l'architecture. Exactement. Donc je me dis j'ai aperçu le bricolage avec Mano quand même pendant 5 ans. Donc maintenant je vais aller voir ce que ça fait de refaire des plans, de changer ça. Et mon associé est archi d'intérieur. En fait, ça marche bien jusqu'à ce que tu aies 4 chantiers en parallèle. Et puis, au bout d'un moment, il y a tellement de détails entre les matériaux, les différentes propositions de plans, les enjeux même de timing, de coordination ensuite des entrepreneurs et puis de chacun sur le chantier. Je me dis, mais c'est pas possible, humainement, d'en gérer plus que 4. Et en effet, on se rencontre en parlant avec pas mal d'archis qu'il y a un palier, un peu 4-5 chantiers, où après, soit t'exploses en vol, soit tu commences à te doter d'outils qui sont en fait hyper génériques, qui couvrent pas du tout les spécificités de ce marché-là, et en plus qui te font... Enfin, juste, il y a très peu de tooling, donc tu as des emails avec après des pavés de bullet points de tes clients où tu sais pas si tu parles vraiment de la même chose dans le plan, des références que tu t'échanges, des WhatsApp, des Pinterest. Ouais, c'est le bordel. Voilà, c'est un bazar. Et en plus, les archis te disent, c'est pas si mal, moi j'ai un carnet par chantier, enfin, on commence à rentrer dans des détails de non-scalabilité de plein de trucs. Et on se rend compte d'un problème un peu plus grave qui est qu'en fait, les archis peinent à être rentables. En moyenne, en Europe, les honoraires, c'est 65 balles de l'heure. Donc, on commence à démystifier complètement cette profession qui, je trouve, d'ordinaire, on se dit un peu, il est archi, ça a un peu déjà de noblesse. T'as quelques stars, voilà, et en fait, voilà, c'est ça. T'as des gros cabs qui tirent le marché de fou et qui sont à l'international et qui font rayonner l'architecture française, qui, par ailleurs, on a des super écoles d'archi. On a l'école Boulle. Exactement. On a un savoir-faire français en plus pour construire des lieux accueillant du public ou des choses d'envergure et tout, mais on a 90% du marché qui est ultra fragmenté et la réalité du terrain, c'est un métier d'artisanat. En tout cas, pour aller, donc quoi, tu dis le pain point, le plan. Exactement. Et nous, on se dit comment on peut articuler absolument toute la réflexion autour du plan, et donc comment on peut faire des meilleurs plans. Donc mon associé est persuadé que c'est systématisable et qu'on va pouvoir faire ça avec des algos. Moi, à ce moment-là, j'en doute un peu, mais je lui dis, ok, vas-y, on le fait pragmatiquement, on essaye de faire des plans, refaire des plans nous-mêmes, et de commencer à lister toutes les règles qui font qu'un plan est un bon plan. Et donc, ça, on va le faire pendant 4 ans, avec Ouvrage, donc l'agence, on va refaire 120 logements ensemble, et on va arriver à une liste d'à peu près 150, 200 règles qui font qu'on est à peu près sûr de sortir un bon plan. Donc, en fait, tu décortiques le standard, tu crées le standard d'un plan, qui n'existait pas bizarrement. En parallèle du boulot. Ouais, bah oui. C'est comme si tu démontes une voiture pièce à pièce. Et puis... c'est ce qu'ils ont fait chez Toyota, ils ont dit c'est quoi une voiture. Exactement. Tu repars de la base et tu te dis, en fait, ok, par exemple, des règles hyper structurantes comme les ouvertures que tu vas avoir enfin, les ouvertures, les fenêtres, quoi, où elles sont placées, la place de la porte d'entrée, les évacuations, arrivée, sortie d'eau. Ok, ça, comment est-ce que ça va conditionner mon cloisonnage et donc mes pièces et donc mes fonctions et donc, je sais pas, moi j'avais des questions qui m'obsédaient et qui obsèdent, je pense, plein de particuliers. C'est est-ce que je peux mettre une chambre en plus dans un espace? Est-ce que je sais pas, je peux le convertir en coloc? Est-ce que
cet espace, je peux en faire autre chose. Enfin, franchement, même pour tout l'immobilier ou pour les marchands de biens qui doivent, sur un plateau, le découper et maximiser une rentabilité sur un plateau. En fait, il y a plein de questions autour de cet agencement automatisé qui se posent. Et toi, ça te permet de faire du versionning. Ça te permet d'essayer de tester d'en faire des templates, quoi. Et toutes les combinaisons. Exactement. Et en fait, on se dit, en fait, la certitude d'avoir le meilleur plan, tu peux l'avoir si tu les as tous testés. Qu'est-ce qui peut tester tous les plans bêtement, entre guillemets? Oui, des algos pour faire ça, tu vois. Donc ça commence à émerger. Et en parallèle, il y a le Covid. Et là, on voit, et ça c'est un vrai déclic, on voit que l'hôpital en Chine qui sort en 15 jours construit. Et là, je me dis, c'est obligé qu'ils ont généré le plan, c'est obligé. Et donc, on cherche les papiers de recherche et on voit qu'ils commencent à faire émerger de la recherche sur de la génération de plans complètement algorithmique. Et donc, on a un des mecs qui nous suit depuis le début de la boîte qui me dit, moi, j'ai un pote qui est chercheur en maths et si vous voulez, ça l'intéresse pas mal ce genre de sujet, donc il peut regarder. Parce qu'au début, notre tout premier algo, il mettait 6 heures à faire un plan avec des ifs de partout. Mais pourtant, dans les industries connexes, t'as la même chose sur les cartes à puce, etc. Parce que pour toutes les combinaisons des composants, moi je suis ingé et on a fait ça et à chaque fois... et c'est des règles d'adjacence, de proximité. Et c'est vrai dans plein d'industries. Le problème de l'industrie du logement, c'est que elle est complètement pénurique. Donc en fait, t'as beaucoup plus de gens qui cherchent à se loger que de logements disponibles. Donc en fait, des super bons plans, on s'en fout, quoi. Tout va finir par se vendre. Donc, tu vois, dans la construction neuve, c'est tout à fait vrai. Franchement, tu as même une phase qui est des travaux, les TMA, c'est travaux modificatifs acquéreurs. C'est le moment où, en fait, tu as donné une coquille vide et tu dis au gars, littéralement, qui l'a acheté, vas-y, tu peux changer ton plan d'intérieur comme tu veux, quoi. Nous, de toute façon, on va se rémunérer après sur les matériaux, etc. Donc, il y avait peu de valeur au plan jusqu'à ce que, aujourd'hui, quand on se parle, ça se retourne complètement et que le neuf soit en train de vivre complètement autre chose. Et qu'on doive rénover 20 millions de logements d'ici 2050. Enfin, le plan commence à prendre de l'importance. Qu'est-ce qui se passe si j'isole par l'intérieur? Combien de mètres carrés je perds? Et qu'est-ce qu'il faut revoir? Enfin, il y a tout un truc qui fait que maintenant, c'est important. Donc, c'est comme ça que ton business model est émergé. Complètement. Et d'ailleurs, on en parlait en préparant le podcast. C'est le moment où on s'est fait contacter par Bouygues Immobilier, mais out of nowhere, littéralement, pour nous dire, attendez, on commence à voir que vous réfléchissez à une systématisation des plans. J'en avais parlé, mais je pense c'était les tout débuts du projet. J'ai dû en parler à 2-3 potes qui me disaient avoir des réseaux et des connexions dans l'immobilier. Et on s'est retrouvés sur le deuxième call avec tout le département data science en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez pas nous... Bouygues Immobilier. Exactement. Okay. Vous pouvez pas nous dire un peu les règles que vous mettez, comment la pondération et tout. Nous, on galère un peu, mais on se rend bien compte que, en fait, à emplacement égal, ce qui va faire la différence, puisque maintenant les emplacements se raréfient pour construire, ce sera la capacité à projeter des particuliers dans un lieu, donc le plan. Et donc en fait, parce que là du coup on a introduit, on est plein dans le 0 to 1, donc la première partie du podcast où tu commences à toucher ton marché, ça se débloque avec Bouygues, c'est là que ça se passe, c'est là que tu fais ta vente, la première. Alors Bouygues en fait ils vont avoir une pratique un peu cavalière puisqu'on n'était absolument pas prévenus de ça, donc j'avoue que ça nous a refroidi quand même pas mal. On leur a dit écoutez c'est simple, voilà, si vous voulez un POC, si vous voulez du NDS, on va passer 4 ans dans les chantiers. Donc bon. Non, finalement ça s'est pas fait avec Bouygues, sinon si ce n'est qu'ils nous ont envoyé quand même une vingtaine de plans et que nous on a pu avoir quand même le scoring des plans qui se vendaient pas chez eux et les générations, ouais ça c'était vachement bien, et les générations qu'on a pu faire et expliquer les différentiels de plans. On a des archis de Bouygues qui nous disaient ah oui je préfère quand même vivre dans le plan que vous avez fait, donc on disait mais c'est vous qui avez dessiné ce plan. Elle dit ouais mais moi j'ai pas le temps en fait, et ça a été vraiment le clic où on se dit, en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que les archis n'ont pas le temps de dessiner parce qu'ils passent tellement de temps, et ça reboucle avec ce que nous, on expérimentait à notre beaucoup plus petite échelle au départ. Ils passent beaucoup trop de temps à gérer l'administratif des PLU, etc. À trouver des contrats, à se prendre la pression des promoteurs pour la réglementation. Et donc, ils externalisent. Donc, il y a le métier de gratteur ou dessinateur-projeteur qui existe. C'est-à-dire, littéralement, ils connaissent rien du projet, mais ils doivent exécuter un plan. Wow. Et ça, c'est en fait la base de toute industrie qui s'est ensuite digitalisée. Ça passe par ça, tu externalises pour des bas coûts et ensuite tu te rends compte que tu peux l'automatiser. Intéressant. Et du coup, tu as commencé à vendre à des architectes d'intérieur. Exactement. Et donc en fait, on s'est dit, ok, on va vendre un truc. Ah oui, non, il faut que je rembobine un petit peu. Donc nous, on apprend de nos plans d'agence et on les donne à l'algo. Mais notre particularité, c'est qu'en fait, on lui explique pourquoi c'est un bon plan. Donc on a les fameuses règles. Et parce qu'aujourd'hui, la base d'apprentissage, elle est pourrie. Si tu scrapes le web des plans de promoteurs, tu sais pas déjà si c'est le plan qui a vu le jour, tu sais pas pourquoi il est bon ou mauvais,
et tu sais pas pour qui il va être vendu. Donc, c'est pas terrible. Donc, nous, on donne en entrée tout le contexte qui permet de faire comprendre à des algos quel était le projet de base, pourquoi ce plan il est intéressant, et éventuellement toutes les versions qu'il y a eu avant pour y arriver. Et ça, on se dit, c'est cool, mais on a fait 100 projets en 4 ans, donc en fait, on va pas pouvoir scaler bien vite, quoi. Du coup, on se dit, déjà, on a un premier pain qui est de centraliser toute la communication autour des plans. Et en plus de faire ça, on va apprendre de tous les plans qui vont être déposés par les archis, et on aura la seule base, franchement, au monde, à ce jour, qui apprendra autant des résultats, c'est-à-dire des plans, que du raisonnement qui a amené un plan de V1 à V12. Et on saura exactement pourquoi, parce qu'on aura tous les commentaires des gens et très précieux. Et les décisions. Et ça, c'est tous les apprentissages centralisés. Exactement. Et donc ça a vachement de valeur pour ensuite entraîner des algos. Les logs du code, adaptés au plan. D'accord. Donc là, la machine se met en place. De l'agence, on a le soft avec, tu vois, là, aujourd'hui, à ce jour, il y a 35 000 documents qui sont posés sur Mesetis, donc des plans. Et il y en a depuis février, là, on est sur un point d'inflexion qui est sympa. Il y en a 100 nouveaux par jour. Donc de là, tu commences à avoir un peu une base qui... Ouais, puis ça va devenir de plus en plus Exactement. Fort. Plus tu rajoutes des archives, plus il gère, et voilà. D'accord, et c'est ça qui te déclenche tes premières ventes, parce que t'as ton algo et tes plans magiques adaptés... Alors, ouais, au départ, on imagine qu'il va peut-être y avoir des résistances sur « Attendez, mais vous allez faire mon taf et tout ». Pas du tout. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un point que je vais creuser avec toi, justement, parce que t'es sur un métier qui est peu digitalisé. Ouais. Et du coup, il y a toujours des freins au changement. Et la question que je voulais te poser, c'est comment tu embarques ces gens-là ? Parce que les architectes, et même des clients, ils utilisent WhatsApp, et pourquoi ils iraient utiliser une solution ? Comment tu fais pour convaincre et te rendre compte de ce qui vraiment peut les faire basculer ? On voit que l'immobilier, c'est un des secteurs qui était le moins digitalisé, qui est encore le moins digitalisé, et parce que les habitudes sont là et les gens ont plein de certitudes. Comment tu as levé ça pour arriver à ce qu'ils utilisent ta solution ? Ouais, le tout premier truc qui nous a aidé pour lever ces freins et surtout pour créer vraiment cet avantage décisif, c'est de dire que nous, on vient de ce métier-là, finalement. Donc, via mon associé, c'est de dire, oui, nous, votre quotidien... Crédibilité. En 4 ans, on l'a fait. Ouais. On le connaît vachement bien. D'ailleurs, parfois, on doit un peu réduire la croissance qu'on a eue avec l'agence, parce qu'en fait, faire 100 projets en 4 ans pour une agence d'archi, c'est en fait du délire. C'est le croisement entre mano, l'envie d'hyper-croissance que moi j'avais et mon associé, parce que sinon... en tout cas, l'expertise métier que tu as acquis sur le terrain te sert à monter... c'est sûr. Elle te donne donc là, ça donne un argument de légitimité, un argument de vente de dingue, parce que le pitch en cold call, c'est les premiers cold calls qu'on va faire pour des agences d'archi, c'est « Bonjour, on est archi, on a créé un soft et on arrive maintenant à faire plus de 5 projets en parallèle. Est-ce que vous voulez le voir ?» Et franchement, là-dessus, on close 20 à 30% de démos juste en disant ça. Je suis du métier. Ouais. En fait, c'est un bon hack que tu es en train de donner. Ouais, c'est-à-dire que tu leur donnes l'élément de comparaison auquel eux, ils savent que c'est une limite dans leur métier. Donc, tu as trouvé le point de limite et tu leur dis, tiens, moi, Non, elle a joué le côté communautaire. Je suis aussi de chez vous. Quoi. Le côté entre pairs, ça, c'est clair, ça marche vachement bien. En fait, il faut se dire qu'un archi, quand il voit un numéro inconnu, il décroche parce que soit c'est un potentiel prospect, soit c'est un artisan dont il n'a pas le numéro, enfin bref, il décroche. Donc ça, c'est un gros avantage de ce marché-là, dans le bâtiment en général, c'est numéro inconnu, tu décroches. Pas un numéro masqué, mais juste ton 06 marqué, t'appelles. Et donc tu lui dis, je suis archi, donc là, il catégorise vite fait, je suis archi, j'ai créé un soft qu'aujourd'hui on ouvre, mais tu rends le truc un peu sexy, pas genre, et on cherche à balle, non, beau, okay. On a apprécié votre travail, on voudrait vous le présenter. Est-ce que ça vous dit ? Et au mieux, tu t'es rencardé sur 1 ou 2 projets et tu lui présentes en disant notamment le travail de la lumière ou les couleurs que vous avez fait sur ça, quoi. Parce que t'as vraiment... Enfin, faut être sincère dans ton approche, mais t'arrives avec un discours qui est pas un discours commercial pour une cible qui peut être réfractaire un peu à ça. Ouais, sinon tu te fais bâcher tout de suite. Tu peux te faire bâcher parce qu'en fait, même en tant qu'entrepreneur sur des petites structures, tu te fais souvent démarcher par plein de trucs, les Google Partners, je sais pas quoi, là. Enfin bon, bref. Donc ça c'est le premier truc. Pour ton accroche, légitimité de ouf. Et deuxième chose que je dirais, c'est qu'en fait, tous les pains qu'ils ont, tu les connais, mais dans les détails. C'est-à-dire que nous, on disait, vous en avez marre de recevoir des WhatsApp à 22h le dimanche de vos clients parce qu'ils ont trouvé un truc sur le plan, parce que c'est votre téléphone pro et perso en même temps. En fait, on a fait une plateforme où vos clients annotent le soir et le week-end sans vous déranger. On met un buffer entre le moment et la notif, ce qui est un truc en tech de ligne de code, je pense. Et juste, vous les recevez dans vos horaires de bureau et vous savez quand les traiter, etc. Et tout est à un endroit. Et là, là, tu cliques des gens en direct, quoi. Ouais. Et tu as eu d'autres éléments. On avait parlé aussi
la peur aussi de perdre son métier, de se dire ça va être dévalorisé, de perdre ses tâches, et d'arriver à leur montrer qu'en fait, ils externalisent déjà une partie, tu le disais, il y avait les gratteurs dans le métier, donc il y a déjà toute une partie qui est externalisée, finalement, ça peut être mieux externalisé. Et puis tu vas leur montrer qu'ils vont avoir de plus en plus de valeur ajoutée, en fait, ils vont pouvoir se concentrer sur ce qu'ils aiment. C'est ça que tu as essayé de... Ouais, exactement. Donc, pour des gens qui... Alors déjà, on a eu en fait peu de résistance sur cette partie de vous allez prendre notre travail. On leur a surtout dit, une fois que vous avez fait 1, 2, 10, 50 mètres carrés, fondamentalement, où placer les chambres, où mettre les toilettes et tout, c'est pas là où vous apportez le plus grand de la valeur ajoutée. Il y a toute votre patte créative, il y a le choix des matériaux, il y a 100 000 trucs dans le métier d'archi. Qui est entre parenthèses un peu similaire au métier de product manager à plein d'égards, où tu as l'impression d'être au four et au moulin et une pieuvre géante tellement tu gères de gens différents et tout ça. Mais en fait, votre valeur, elle est dans la singularité de votre approche et pas du tout dans le plan 2D que vous allez faire. Et preuve en est, donc tu leur montres qu'ils l'externalisent déjà. Tu leur montres aussi d'autres industries où l'automatisation n'a pas tué le métier. Donc par exemple, les templates de sites internet n'ont pas tué les développeurs ni les designers. En fait, juste ça a tiré la profession vers le haut. Alors, oui, ça a peut-être tué des designers ou des développeurs qui n'étaient pas très bons. Ça c'est sûr. Tu as une partie du marché qui, je pense, va devoir se réinventer. Mais ça crée aussi d'autres opportunités ailleurs et d'autres métiers. Mais surtout, en fait, ça essore un peu pour arriver à la quintessence de ce que toi t'apportes. Et ça élève le marché, c'est chouette. Et ça, c'est une bonne vision que tu es en train de dire sur un soft, parce qu'en vérité, tu rends les gens plus puissants, quoi. Ah bah, c'est clair. Tu les augmentes. Tu comprends où ils sont bons. Ouais, tu les augmentes et tu identifies leurs points de valeur hyper clairement. Parce que franchement, se copier-coller des trucs dans WhatsApp et des mails et ouvrir tout en même temps avant de bosser sur ton outil de dessin de plan, je pense que ça, plus personne ne veut le faire. Un autre point dont on a discuté qui m'a beaucoup intrigué, et tu m'as dit il faut faire la différence entre la partie UX et la partie vraiment fonctionnalité, et parfois il faut savoir ne pas avoir la meilleure interface, ne pas avoir le meilleur outil, mais avoir des fonctionnalités qui soient vraiment efficientes, parce que c'est là-dessus que tu vas être jugé. En fait, c'est les gars, des pros, et donc eux, ils veulent des fonctionnalités. Tu parles du soft, en fait. Du soft, tu rentres dans le logiciel. Là, je rentre dans le logiciel, exactement. Et ça, je crois que ça va être un élément important pour toi. Ouais, en fait, en regardant et en parlant aussi avec pas mal de fondateurs de startups, je pense notamment à Romain Nicoli de Pigment, qui est aussi invest chez nous. Et lui, il m'avait dit, alors, il est hyper ingé dans l'approche, donc il m'avait dit, ouais, nous, on a eu des accros un peu avec des designers au départ, parce qu'ils comprenaient pas bien la vision vraiment très technologique que moi je voulais. Et donc, on se comprenait pas, et les maquettes étaient un peu à côté de la plaque, et ça marchait pas pour les use cases qu'on voulait faire. Et je comprends en fait vachement son feedback. Je pense qu'en plus, au début d'une boîte, toi, tu as une vision très claire des fonctionnalités que tu veux faire et pas forcément de comment ça va s'articuler dans la page. Nous, moi, j'ai mon background product évidemment, et notre CTO, dont je n'ai pas encore parlé, Julien, qui bossait aussi chez Mano Mano avec moi, on est vraiment passionné du X, donc vraiment de la partie comment tu découvres une fonctionnalité et comment tu comprends ce qu'elle va t'apporter et comment ça elle s'exécute. Mais la partie UI, interface et tout, franchement, les 4 premières versions de l'appli, c'est du bootstrap, on parlait de la librairie, voilà. Et pourtant, c'est ce qui se voit. Et pourtant, on se dit, mais mince, on est quand même sur un business de gens créatifs, ils vont porter vachement d'intérêt à ça, le beau, etc. Bon. Mais ça, c'est arrivé quand même après, et on avait déjà nos premiers users payants largement avant qu'on ait des designers qui refondent la plateforme en partie. Ouais. Et du coup... Tu sépares le design de l'usabilité, c'est ça que tu nous dis. Si je dis ça sur un podcast, je pense que la gueule. Tout mon réseau LinkedIn va dire quoi. Non, mais s'ils écoutent, nous on est contents. Donc si on peut faire un peu la polémique, on est fine. Hein. Écoute, non, je pense que par contre, faut bien savoir de quelles ressources tu as besoin en design. Et surtout, en fait, on a été assez surpris parce qu'ils préféraient un tool basique et efficace. Faut pas faire du surchargé, faut pas partir dans un parti pris du UI, mais reconnaître que les premières versions, de toute façon, elles doivent convaincre par la simplicité d'adoption. En plus, nous, on fait une première dans l'archi, c'est que ton client va communiquer sur le même outil que toi. Ça, il n'y en a pas à part des WhatsApp et compagnie. Donc, il faut... Eux, la première crainte, on disait objection qu'on avait en sales, c'était « Ah non, mais moi, j'ai des clients, ils sont vieux, ils vont pas forcément vouloir se mettre sur la plateforme. »
Alors déjà, aujourd'hui, tu fais même ta déclaration d'impôt sur Internet. Donc, en fait, il faut juste que c'est un faux l'interface... ami, Ouais. Mais tu vois, t'as quand même... Tu réveilles des souvenirs difficiles de Julien, là. Moi, j'étais sur Minitel, j'essayais de le faire. Mais enfin, tu peux pas nier la digitalisation de tout. Donc, pour moi, c'est un peu une sorte de porte... Enfin, tu peux l'enfoncer facilement, cette objection. Juste de dire, bah écoutez, franchement, ils ont rien à télécharger. Ils reçoivent un email avec déjà leurs infos pré-remplies. Ils remplissent juste un mot de passe parce que c'est quand même les plans de chez eux, donc on va pas le mettre en open sur Internet. Et c'est parti, quoi. Ils double-cliquent à n'importe quel endroit, ils annotent un plan. Donc bon, on vous a fait quand même le truc un peu dead simple, quoi. Le Figma du plan. J'aime bien le concept, comment t'as dit, dead simple. Dead simple. Ouais. Non, ce que tu m'as dit aussi, j'avais bien aimé, c'est tu keep it simple. À chaque fois, il fallait keep it simple. C'est ton grand principe. Qu'elle recherche. Voilà. Et aussi, tu veux devenir le tools du lundi matin. Tu m'as dit, ça j'aime bien être le tools du lundi matin. Ouais, donc moi, je suis toujours obsédée par l'intégration. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi Mesetis, c'est l'anagramme de système, un système de plan, mais aussi un système qui s'intègre, en fait, dans la façon dont tu vis déjà. Pour moi, il y a des super outils que tu n'utiliseras jamais parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de s'adapter à ton contexte existant. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu Atomic Habits, mais en gros, une façon de prendre une nouvelle habitude, c'est juste que le truc soit là, déjà présent dans ta routine, visible. Voilà. Et donc, j'essaye de capter les rendez-vous clés d'une agence d'archi quand elle s'organise. Et il y a, je crois d'ailleurs que Julien en parlait aussi. C'était Julien avant moi sur le podcast, c'est ça ? Ouais, Patrick en parlait aussi. C'est ces moments clés où quand tu as une équipe de chefs de projet ou de sales ou autre, en tout cas quand tu gères des gens et pas des systèmes, tu as un point de passage qui est la réunion du lundi matin où on en est sur quel sujet, on parle de quoi, voilà. Ça, si t'es le tools qui est regardé tous les lundis matins, du coup, tu deviens le tools référent dans lequel... Voilà. Et ça, pour moi, c'est l'obsession absolue. C'est de dire ça et page d'accueil quand tu ouvres le navigateur. Ça, c'est... Comment t'as dit, toi, le tools du lundi ? Tools du lundi matin. Ça, c'est un bon concept marketing. C'est un très bon concept. Et à l'inverse, après, tu nous as dit, t'as basculé, donc du coup, t'avais ton soft. Et puis, tu nous as dit, il faut pas non plus... il faut savoir ne pas tout faire. Les clients, après, une fois qu'ils ont commencé à utiliser, ils veulent tout. Ils veulent que ton truc fasse la facture, la comptabilité, etc. Et là, tu dois être très précis en disant, attends, ça je fais pas. T'as ton outil de compta, il marche bien. Exactement. L'exemple dont on avait parlé, pour moi, il est très révélateur. Donc, il y a le mythe ou la chimère en product qui est le tout en un. On le voit dans pas mal de pitch de boîte, le all-in-one pour, le tout en un, le one-stop shop, le one truc. Ok, bon, moi, je sais pas, je suis toujours un peu critique par rapport à ces visions-là. J'ai l'impression que les gens essayent de naviguer quand même entre pas mal de tools et surtout, un couteau suisse, ça fait un peu tout et surtout rien. Et c'est la hantise de toute personne product manager de devenir un couteau suisse. Donc, en fait, l'exemple dont je parlais, c'est une archi qui me dit « Ah, c'est dommage que vous fassiez pas une petite facturation parce qu'en fait, moi, j'aurais vraiment besoin pour mon suivi de projet que vous fassiez aussi facturation, devis, suivi compta. Enfin bon, bref, j'avais envie de dire le café. Thermomix, quoi. Et je dis « Ah bon, du coup, aujourd'hui, comment vous faites pour votre compta ?» Elle me dit « Là, j'ai un soft qui est prêté, enfin, que mon comptable a mis à dispo. D'accord. Donc, votre comptable l'utilise, ok. Et vous le payez ? Non, non, je crois que c'est dans les fiches de mon comptable. Et vous en êtes contente ? Ah ouais, franchement, c'est simple. J'ai dit donc, c'est votre comptable l'utilise à fond. C'est la personne quand même, on veut qui bosse le truc le plus dessus. Vous le payez pas, il est super. Donc en fait, moi, j'ai aucune raison de le développer. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est du pragmatisme. Et elle te dit, ah bah oui, je comprends. Je lui dis, par contre, il y a un truc qui m'intéresse dans votre feedback et que je vais garder. C'est que le truc que fait pas votre logiciel de compta, c'est de réconcilier la prod, donc l'avancée des chantiers, avec les appels de facturation. Donc, si vous vous renseignez, en fait, dans mon logiciel, juste les échéances de paiement que vous voulez que je vous rappelle à des moments clés pour envoyer l'info à votre haute soft de facturation, quel qu'il soit, qu'il faut envoyer en facturation ça, parce que maintenant, on arrive à la phase de lancement de chantier, ça, je veux bien le développer. Et là, pour le coup, en parlant à l'équipe technique, de dire, tu peux me faire 3X champs pour des échéances de paiement remplis à la main par un user qui vont ensuite soit partir quelque part, soit via un mail, enfin, on sait pas. Ça, pour le coup, c'est 2 heures de code et ça, je veux bien le faire. Ouais. Détourner le point pour retrouver mais après, tu t'es ouverte un peu sur le métier de product management, donc c'est bien s'il y a des gens qui font ça, qui vont t'écouter, mais tu parles de négociation sans le dire parce qu'il faut négocier avec l'utilisateur. Ouais. Et les tests utilisateurs sont pas faits pour prendre ce que veut le client et l'appliquer. Il faut juste écouter et changer et prendre la substance qui est intéressante. Et ben oui. Et ce qui est un gros problème dans le product aujourd'hui, où il y a beaucoup de jeunes product managers qui font l'erreur de mon client veut ça, je le fais. De vouloir tout faire, ouais. En fait, tout ce qu'on te demande, ton produit n'a plus vraiment aucun sens. Si t'attends de tes utilisateurs d'avoir la réponse,
Si tu leur poses des questions sur ce qu'ils voudraient au lieu de comprendre les problèmes qu'ils ont, ou de regarder ce qu'ils font, oui, tu vas en effet aller vers quelque chose. Ils sont pas designers ou ils sont pas product managers, c'est pour une bonne raison. Et ça, ouais, arrêtez d'attendre de tes utilisateurs qui te disent ce dont ils ont besoin. C'est important. Ils doivent te dire les problèmes qu'ils ont. Donc les problèmes, c'est très important. Et peut-être quelques derniers mots, parce que c'est intéressant, tu nous l'as dit, tu t'es lancé avant que GenAI arrive. Ouais. Là, tu as quand même une grande déferlante. Comment tu tires profit de ça? Parce qu'il y a certaines parties que tu dois pouvoir maintenant du coup faire automatiquement. On parlait des plans et tout, on a tous utilisé et on a vu à quel point c'était bluffant. Comment toi t'intègres ça pour à la fin garder ce que tu dois garder, ce qui fait l'essence de ton produit, et en même temps pour utiliser des outils externes, parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui se font de façon très efficace. Ça, donc, il y a 2 méthodologies sur lesquelles on lésine pas du tout. La première, c'est make or buy. Donc, est-ce que tu achètes, est-ce que tu fais toi-même? Ça, c'est tout le temps. Et les lignes, elles changent énormément avec l'IA souvent. Donc, évidemment, on a un compte ChatGPT où régulièrement on met des plans dedans et puis on voit s'il arrive à sortir des choses. Bon, pour l'instant, à part les surfaces, en fait, à part un OCR un peu augmenté sur ce qu'il détecte, c'est pas grand-chose de plus, mais ça va hyper vite. Mais ça va hyper vite, régulièrement, ça va très vite sur les... on refait des checks. En posant aussi des questions de plus en plus précises. Si tu devais refaire ce plan, qu'est-ce que tu ferais? Et est-ce que tu sais où sont les murs porteurs? Tu vois, des choses un peu spécifiques. Et après, on se dit, OK, on trace toujours la ligne de la valeur, de dire, OK, je pense que ChatGPT ou autres n'auront jamais une priorité absolue de faire ça pour les archis. C'est par rapport à tout ce qu'ils ont à faire, je pense que ce ne sera pas dans la roadmap. Et donc, comment nous, on a en fait cet angle d'approche qui est spécifique et qui nous rend du coup... qui va chercher l'extra mile, exactement comme je le disais sur le logiciel de facturation, tu vois. Ouais. On le prend en fait comme un feedback. Juste, c'est un feedback marché et tu dois t'adapter à ça. Mais par contre, fais-moi un compte-rendu de chantier. Rajouter le voice dedans et faire ensuite un compte-rendu de chantier. Enfin, moi, je trouve ça dingue que ce soit pas déjà... Tu vois, fait comme ça. Bien sûr. Aucune valeur ajoutée en plus à le faire. Ouais. Récapituler ça, dis-moi qui va faire quoi, quels points ont été abordés dans le meeting. Enfin, tu passes quand même beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée en tant qu'archi. Ouais, et puis c'est bluffant. On utilise beaucoup les scripts maintenant sur les visios à chaque fois qu'on est en team. C'est impressionnant. À la fin, t'as ton script qui est envoyé par email. T'as exactement ce que chacun doit faire. Donc, exactement. Les reconnaissances de voix aussi, qui a parlé quand. Enfin, il y a beaucoup de choses à intégrer qui peuvent faire des petits effets waouh. Mais ça peut pas représenter. Mais ce sera pas le cœur de ton métier. Non, très clair. Ouais. Donc on est passé par la première phase, tu as expliqué, c'était très intéressant, la partie de scale là, qu'on a creusé. Sur la dernière partie du podcast, on voudrait savoir un petit peu c'est quoi ton endgame. Est-ce que tu y réfléchis? Comment tu vois ta boîte à 10, 15, 20, 30, 40 60. Ouais, donc le endgame, c'est de devenir le réflexe pour toute personne qui veut vivre quelque part, que son plan passe dans mes étis. Donc c'est un réflexe à la fois d'estimation et de génération. Je veux vivre quelque part, est-ce que c'est adapté pour moi? Réflexe, ça match ou pas, ou je pourrais le changer de cette façon-là. Au niveau mondial, puisque tu as différentes façons de vivre, et on n'est pas là pour forcer un mode de vie à la française, parce que nos règles sont issues du marché français. Donc le but depuis le jour 1, c'est que cet algo-là, c'est pas une boîte noire, il est customisable par le mode de vie, en fait, par un questionnaire, et il s'en infuse à fond pour pouvoir générer du logement. Donc le endgame, pour moi, c'est ça. C'est que de la même façon que tu as un Nutri-Score ou que tu as des labels ou des choses comme ça. Tu crées un standard. Tu crées un nouveau standard de logement. B2B ou B2B ou B2B2C? Parce que là, du coup, tu t'adresses aux archis, aux agences, et demain... Tu t'adresses à Julien Masson demain. Demain, c'est Julien Masson qui fait son plan, il se connecte et... Bah oui, parce que moi, j'ai mis les toilettes dans la cuisine. Tu vois. Mais toi, t'as des télés partout, j'ai vu. Mais oui, en fait, le but, c'est d'aller toucher jusqu'au particulier, parce que nous, c'est vraiment démocratiser cette connaissance du plan, et le faire pour des cibles qui, de toute façon, n'auraient pas pris un archi. Parce que je pense que, pareil, en ayant développé notre agence d'archi, tu peux te tromper en prenant des clients qui, en fait, soit n'ont pas le budget, soit sont pas ceux que tu voudrais avoir, et eux non plus n'ont pas envie d'avoir un archi, juste parce que ça fait plus de 150 mètres carrés, ils sont obligés, ou ce genre de choses. Donc, en fait, tu as toute cette cible qui est déjà pas très contente de cette relation qui commence. Et les archis doivent aller vers des projets qui mettent en avant aussi leurs pattes. Donc en fait, toute cette partie-là du marché est nécessaire, quoi. Je vais conclure sur 3 points avant que tu poses les 2 dernières questions. Mais passionnant tout ce que tu en vois. J'essaie de vraiment, parce qu'il y a plein de sujets que tu as isolés. Le premier est hyper intéressant. Il va intéresser en plus certains qui assistent au podcast. Aujourd'hui, c'est ta méthode de vente où tu as complètement joué sur je suis du métier.
Il n'y a même pas de débat. J'ai créé ça pour vous et j'ai bien compris là où vous devez être bon et là où, en gros, je te retire le truc qui est une charge mentale négative. Et la quintessence, j'aime bien ton terme, tu utilises le terme quintessence et je trouve ça super fort en termes pour craquer une proposition de valeur. Deuxième point, on n'en parle pas souvent, c'est un peu l'UX des plateformes. Tu dis finalement, on n'est pas en train de refaire Netflix, on est en train juste de mettre la patate là où ça doit être efficient. On s'en fout que ce soit beau, c'est propre, et on est content. Et ça, je trouve qu'en termes de produits, c'est hyper intéressant. Amazon, c'est hyper moche, hein, mais c'est hyper efficace. Ouais, bah regarde ces discounts, tu te rappelles, c'était pas terrible non plus. Je vais même te dire, Mano, plus on se rendait compte dans les itérations produits que notre page produit ressemblait à Amazon, plus on convertissait. Donc à un moment, tu étais là, on lâche l'affaire. C'est comme ça que t'as fait. Et le troisième point, j'ai adoré le concept du tool du lundi, c'est hyper malin de se dire, tout le monde fait sa réunion du lundi matin hebdo, et tu dois être là. Ah ouais. C'était l'outil, t'as gagné. Ah ouais, c'était l'outil, c'était à ce moment-là, t'as gagné. Ça me plaît, ça. Je te laisse poser 2 dernières questions. Oui, 2 dernières questions rapides. Est-ce que t'as dans ton équilibre de patronne, d'entrepreneur, et tu fais quelque chose de particulier qui te maintient dynamiquement en forme? Alors, ouais, pas mal de choses. Donc, dans les routines que j'écris 1 ligne par jour depuis 4 ans. Une ligne de code? Non, c'est pas une ligne de code. Non, t'as un calepin. J'ai un carnet qui s'appelle One Line a Day que je recommande absolument, puisqu'en fait, ce qui est assez cool dans l'UX du coup de ce carnet, c'est que t'as 5 ans qui sont de genre le 14 février. Je sais pas pourquoi je prends cette date de la Saint-Valentin, mais très bien. Parce que t'as Julien en face de toi. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, t'auras le 14 février de 2020, 2021, 2022, 2023 sur la même page, etc. pendant 5 ans. Et donc, du coup, pour des gens qui entreprennent, mais en général aussi, comme on est globalement assez nul, peut-être que tu pourrais en dire un mot, Émeric, sur prédire le futur, même en tant qu'entrepreneur. Émeric n'est pas un être humain normal. En gros, c'est assez cool de voir ce que tu es capable de faire en 1 an et en 5, et de le voir jour après jour et de te dire « Ah ouais, c'est vrai, en fait, il y a 5 ans, j'étais là, et j'avais aucune idée que j'allais être là. » Mais tu marques sur ce que tu as fait de la journée ou une idée qui te passe pour le futur? C'est comme le poids. Moi, j'ai arrêté de le faire, moi. Et toi, ça fait peur. Non, mais tu vois, ouais. En fait, tu suis en régie. Je me suis pas mis trop de cadre sur ça parce que je me suis dit sinon l'habitude va pas prendre. Donc je me suis dit. Donc t'écris une ligne. Je me dis juste si tu veux te souvenir, c'est la seule phrase. Si tu veux te souvenir d'un truc dans 5 ans que t'as fait aujourd'hui, t'écris quoi? Ah ouais. Je vais l'acheter moi, tiens. Voilà. Et franchement, je vous le recommande, c'est vraiment très cool. Donc j'en ai acheté 2 d'avance. Donc là, je vais avoir les 15 ans de ma vie documentés au rythme d'une phrase par jour. Donc ça, c'est un vrai truc. Et du coup, ça me permet de, tu vois, instantanément prendre du recul sur ma journée, parce que parfois t'es un peu dans le down ou enfin, c'est un peu un summary. Deuxième truc que je fais, c'est que je fais un album photo de mon année. Et donc là, pareil, hein, la même méthode. Donc tu prends ton iPhone depuis le 1er janvier, tu te dis si ça a compté, j'ai dû faire une photo. Ça, c'est toujours mon principe de base. Et je regarde, et donc je me dis juste, bon ben voilà, je sais pas combien je vais avoir de photos, mais je vais les organiser rapide. Donc ça me prend, je sais pas, je pense entre 5 et 8 heures à la fin de l'année pour faire la rétro. Ça, tu vois, c'est un truc pour... Tu crantes en fait. Ouais, exactement. Tu sais que la dernière soirée podcast, j'ai fait la même chose sur toute la soirée. Je te montrerai les photos vers 2h du mat. Montre à la fin, ouais. C'est privé, ça, je jure. Et après, en termes de sport, je monte à cheval. Donc là, je vais au championnat de France cette année. Oui, parce que quand je fais un truc, je décide pas de faire à moitié. Ça fait 20 ans que je monte, je pense. Enfin, 25 ans. Et donc voilà, tu vois, le dimanche en concours, t'es levé à 6h du mat, tu vas rentrer chez toi, il sera 19h. Et c'est très ingrat parce que tu seras à 2 minutes 30 en selle, grosso modo, qui est le temps de ton passage en saut d'obstacle. Donc, beaucoup d'efforts, rarement du reward, sauf quand tu gagnes. Mais quand tu gagnes, ça te porte tellement longtemps. Plus t'as passé une journée dehors déconnecté, sous qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige. 6h, 19h ouais, parce que Julien, c'est 19h, 6h. Ah voilà. Donc du coup, ça m'a parlé. Ouais. Donc voilà, donc ça à fond. Ouais, à fond, c'est déjà pas mal. Bien. Okay. Bon. Et est-ce qu'il y a une personne que tu inviterais à ta place et qui tu veux bien nous donner le 06? Une femme entrepreneuse. Une femme ou un homme, quelqu'un que tu aimes bien. Anaïs Préto. Anaïs Préto, on s'est rencontrés par le cheval et par les écoles de commerce, je pense. Elle est DG de Live Mentor. Elle a permis la levée de 11 millions d'euros pour la boîte. Elle l'a complètement l'idée. Elle fait aussi du stand-up. Donc, vous aurez quelqu'un de hyper drôle. Je vais faire Julien comme jamais. Et voilà. Et donc, je pense qu'elle pourrait être très bien sur ce podcast. Bah, écoute, on prend. Et merci beaucoup pour tout cet apprentissage. Bravo, à bientôt. Merci.